Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 14 janvier 2016. C'est ma première émission de l'année, alors tous mes vœux pour vous-même et ceux qui vous sont chers, et surtout espérons aussi que 2016 soit moins pire que 2015, marqué par de terribles attentats dans notre pays. Alors nous allons retourner au Moyen-Orient pour ce numéro de Rencontre. On va aller tout près de la Syrie, ravagée par une horrible guerre civile qui n'en finit pas, puisque nous irons au Liban. Ce sera un témoignage de terrain, puisque notre invité revient d'un séjour de plus d'un mois là-bas. Bonjour Roland Burrus. Bonjour Jean. Alors, Roland Burrus, nous nous sommes connus à la Fraternité d'Abraham, une des plus anciennes associations consacrées au dialogue entre juifs, chrétiens et musulmans. J'avais reçu ici son président, Edmond Lille, il y a un peu plus de 3 ans. Et, cher Roland, nous nous y retrouvons dans son comité directeur. Pour vous présenter très rapidement, disant qu'avant votre retraite, vous avez eu une vie très active de cadre supérieur, directeur financier, puis directeur général dans des secteurs très variés. Et puis, comme d'ailleurs toute notre équipe à la Fraternité, vous êtes devenu un retraité hyperactif, responsable de projets dans notre association et ailleurs. Mais, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, vous nous avez fait connaître une jeune ONG appelée Relief and Reconciliation for Syria. ONG que nous avons décidé de soutenir à la Fraternité d'Abraham. Alors, vous ne vous êtes pas contenté d'un soutien lointain, puisque vous avez été volontaire pour travailler auprès de ces réfugiés dans le Nord Liban. Vous y avez été du 9 novembre au 11 décembre. Vous avez écrit un petit journal qui m'a inspiré quelques questions. Bref, je pense que ce sera une émission vivante et originale. Alors, première série de questions, Roland Burrus. Vous êtes vous-même chrétien, vieux militant du dialogue interreligieux. En quoi, sur un plan général, une aide à des réfugiés syriens fuyant un pays en proie à une sorte de guerre de religion quelque part, en quoi cela pouvait vous intéresser personnellement et mériter le soutien de la Fraternité d'Abraham ? Tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre antenne. Écoutez, le soutien de la Fraternité d'Abraham et le mien se justifie essentiellement par un intérêt porté à la jeunesse. C'est-à-dire que Relief et Reconciliation, ça veut dire soulager les difficultés immédiates, et puis Reconciliation, c'est reconstruire, assurer, penser à la façon dont les choses vont se reconstruire. Donc l'idée majeure de Friedrich, c'était de s'occuper... Alors Friedrich et Friedrich Bokern. De Friedrich Bokern, oui, qui est donc le fondateur de dont on va peut-être parler un peu plus tard, fondateur de l'ONG. C'était de se préoccuper fondamentalement de l'éducation des jeunes dans l'immédiat, de façon à ce que, grâce à cette éducation, à une santé de vie quotidienne, peu à peu, lorsque le temps viendra de la reconstruction, ces gens puissent travailler ensemble, reconstruire le pays. Vous évoquez une guerre de religion. En fait, moi, je n'ai pas du tout ressenti le moins du monde dans cette partie de l'ACAR quoi que ce soit sur la guerre de religion, à l'exception peut-être d'un échange avec un diacre maronite qui avait fait ses études à Poitiers, qui était très très compétent et qui m'a un petit peu surpris en disant beaucoup de bien de ses frères musulmans, de tout le monde qui l'entourait, parce que là-bas, les communautés musulmanes sont mêlées aux chrétiens, mais qui me dit le grand problème, c'est que le Coran est un texte démoniaque. Alors là, ça a donné lieu à beaucoup de débats. Alors, Roland Burrus, 2 mots peut-être du fondateur, Friedrich Bokern, à qui il faut rendre hommage, qui n'est pas avec nous, mais 2 mots pour en parler. Alors, Friedrich Bokern a eu un parcours très original. Il a fait des études de sciences politiques à Berlin et à Paris. Puis polyglotte, français, anglais, allemand, italien et maintenant arabe.
il est rentré au bureau du président du Parlement européen. Et puis, il a été passionné par le Proche-Orient. Il a passé 1 an en Syrie en 2011-2012, où il a rencontré le père Paolo Dalloglio, qui avait reconstruit complètement le monastère de Mar Moussa, au nord de Damas. Et là, il a été extrêmement séduit sur l'esprit dans lequel le père Dalloglio avait une attention portée aux musulmans très, très attentive. Roland Burrus, les minutes filent malheureusement trop vite. Allons au Liban. Donc, vous avez été sur place, au milieu des réfugiés, dans le nord du pays, la région de Lakar. D'après ce que je sais, c'est une des plus pauvres du Liban. Vous venez d'évoquer la mosaïque confessionnelle qui est à la base. On ne parle pas des Syriens, on parle des Libanais, donc des communautés sunnites, maronites, orthodoxes, alaouites, etc. Mais un point important, au niveau global, combien y a-t-il aujourd'hui de réfugiés syriens au Liban et quel pourcentage par rapport à la population libanaise? Il y a grosso modo 1,5 million de réfugiés de toutes origines. 1,2 million Syriens, 300 000 Palestiniens, 4e génération. D'accord. Sur une population que l'on peut estimer entre 3,5 millions et 4 millions d'habitants. Alors, est-ce que ce pourcentage de réfugiés syriens, il était à peu près le même dans la région où vous étiez, dans Lakar, qui est près de la frontière? Oui, tout à fait. Et probablement même un peu plus fort, parce que... Oui. D'accord. Alors... Donc, le journal dont je parlais en introduction, bien sûr, décrit le local où vous étiez, de l'organisation Relief and Reconciliation for Syria. Il est dans un petit village qui s'appelle Karzla, j'espère que je prononce bien. Oui, Barzla. Il y a une école qui est nommée Al Hassan Education Center. Vous parlez d'à peu près 400 élèves. Vous avez visité des camps, des environs où vivent leurs familles. Est-ce que les enfants scolarisés vont dans un établissement à part ou est-ce qu'ils vont aussi dans des écoles libanaises? Alors, juste quelques mots, la géographie des lieux est un tout petit peu différente. Le choix de Barzla, c'est la sécurité, c'est-à-dire c'est à 8 km à l'intérieur des terres, déjà un peu en montagne, dans un village chrétien. Et puis, les camps sont généralement dans la plaine, au bord de la mer, sur des terres agricoles louées aux paysans libanais. Et là, il y a ce fameux Alishan Center, soutenu par de multiples organismes, dont l'ONG Relief and Reconciliation s'occupe de la partie éducationnelle seule. Mais on ne parle jamais d'école, car en droit libanais, le mot école est réservé strictement à l'organisation de l'enseignement public, l'éducation nationale. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a appelé l'Educational Center. Alors, est-ce que les réfugiés que vous avez vus, est-ce qu'ils sont au moins protégés dans des camps de tente ou en dur, ou est-ce qu'il y en a qui dorment dans les rues, et je veux dire à Beyrouth ou ailleurs? Moi je n'ai vu personne dans les rues. Dormir dans les rues, comme on voit à Paris par exemple. Du tout. Et là-bas j'ai été extrêmement surpris par la pauvreté existante, mais jamais la misère. C'est parfaitement tenu à l'intérieur. C'est bien. Et toutes les fonctions essentielles, sanitaires, accès à l'eau, destruction des déchets, tout ça, c'est parfaitement géré. C'est magnifique. Alors, dans les 2-3 minutes qui nous restent avant la pause, vous racontez dans votre journal votre travail sur place, qui a été d'ailleurs assez sympathique, puisque vous avez organisé des cours de cuisine, vous avez appris aux Syriens et aux Libanais des recettes françaises, vous-même, vous avez appris à confectionner des plats locaux. En dehors de cet aspect festif, il y avait ce but donc d'apprendre la cuisine. Est-ce que c'était pour avoir un débouché professionnel? Non, d'abord c'était pour établir un lien. Un lien humain. Un lien humain, parce qu'au fond, pour deux choses. La premièrement, c'est de travailler avec mes mains. La partie artisanale est très importante. De se retrouver autour d'une activité manuelle que l'on mène ensemble pendant 3 heures, puis ensuite de prendre un repas ensemble, ça crée un lien fantastique. Même si je ne parle pas bien l'arabe, on peut s'exprimer en anglais, en français, en italien. Il y a tout un ensemble de choses de communication qui passent par les sens. Et ça a apporté un soulagement que j'ai vraiment perçu, au point que lorsqu'ils m'ont quitté, quand je les ai quittés à la fin, c'était vraiment un vif touchant. Regret. Vous avez vraiment créé quelque chose de Et donc de ça, fort. c'est quelque chose de très très fort. Maintenant,
l'idée, c'était de leur apprendre des faits de la cuisine occidentale avec des fondamentaux très économiques, c'est-à-dire très peu de viande, mais beaucoup de fruits, légumes, etc. Et ça a très bien marché pour qu'ils puissent le répéter, parce que des parents sont venus, les pères, les mères, et peut-être on a évoqué l'idée de monter un restaurant, je ne sais pas, l'avenir le dira. C'est un beau projet, on verra. Voilà, oui. Alors, j'évoquais donc votre journal de volontariat au Liban en introduction. Il n'y a pas beaucoup d'échanges dans ce journal avec cette population réfugiée pour essayer de mieux comprendre d'où ils viennent, comment ils voient leur avenir. À un moment donné, vous évoquez une autre ONG, donc italienne, qui a parmi ses buts de faire connaître le point de vue de la société civile syrienne. Et justement, on entend peu cette société civile. Je veux dire qu'on entend des partis, des organisations politiques, des organisations de rebelles, mais on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. À un moment donné, vous évoquez un cas particulier des Alaouites réfugiés qui, eux, soutiennent le régime. Alors, plusieurs questions. Est-ce que on sait d'abord qu'est-ce qui a fait fuir ces réfugiés, et est-ce qu'on connaît majoritairement leur origine? Est-ce qu'ils sont sunnites, par exemple? Alors, la première chose, c'est que je ne pouvais pas écrire dans mon journal des confidences individuelles par respect pour des prescriptions de sécurité très strictes que nous avons reçues quand nous étions sur le terrain. En fait, j'ai eu beaucoup de confidences de Syriens. Ces Syriens, ils sont de toutes origines, plutôt d'origine des campagnes, de la ruralité, mais il y a des enseignants, des ingénieurs, des techniciens, des agriculteurs, des commerçants, des artisans. Enfin, c'est un panel très complet de gens avec leurs enfants. Ils ont généralement 2-3 enfants. Ce qui les a fait fuir, c'est que le quotidien devenait infernal. Il n'y avait plus de rien à manger. Les magasins, enfin, ce qui restait du commerce était inexistant ou inabordable. Ils ne pouvaient plus exercer normalement leur activité professionnelle. Et les enfants ne pouvaient plus aller à l'école, où l'école était devenue un lieu d'embrigadement. Donc c'était infernal, donc ils ont décidé de partir. C'est pas qu'ils étaient menacés physiquement, par exemple, par le Daesh ou par le régime de Damas? Non, du tout. C'était pas ça. Non. En direct, non, mais en indirect, oui, il y a les effets collatéraux. La presse ne parle jamais ou très peu des effets collatéraux de tous ces bombardements. Et généralement, lorsqu'on dit qu'on a tué un certain nombre de Daesh ou d'Assad, il y en a autant de la population civile complètement sans armes, démunie, etc. Et ça, c'est infernal. Alors, quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils se disent on va pouvoir retourner bientôt en Syrie, ou alors est-ce qu'ils se disent non, c'est fichu et soit on va rester au Liban, soit on va aller en Europe? Non, leur trip, c'est la Syrie. Ils n'ont qu'un souci, c'est le retour dans le pays, quand les circonstances le permettront. Alors, ils s'y préparent et ils n'ont absolument pas l'intention, ceux que j'ai rencontrés en tout cas, de venir en Europe ou de rester au Liban. Je n'ai rencontré que 2 exceptions, un garçon, deux jeunes, 30-35 ans, ingénieurs, et qui avaient envie de partir en Allemagne. Mais sur une population de l'ordre, moi j'ai croisé environ 2 à 3 000 personnes, c'est infinitésimal. Alors, on a l'impression, puisque vous venez de citer l'Allemagne, qu'il y a quand même un intérêt particulier de l'Allemagne pour ses réfugiés. Alors, on le sait, parce que Angela Merkel a dit que l'Allemagne était prête à accueillir donc 1 million de réfugiés sur son sol. Mais vous citez, par exemple, beaucoup de visites de journalistes, même d'un député allemand, d'ONG européennes, donc un grand intérêt finalement un petit peu, et c'est bien parce que c'est pour préparer en amont, c'est pour pas qu'on ait des clochards qui arrivent en Europe, ça c'est positif. L'Allemagne est très présente, elle est très présente avec beaucoup de pragmatisme. Il y a de nombreux programmes éducationnels qui sont lancés dans le pays avec des intervenants correctement rémunérés, surtout dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est ce qui m'a frappé. Il y a plusieurs délégations de politiques qui viennent, ou de personnel des hautes administrations.
Il y a une intense activité au consulat allemand de Beyrouth où il y a plus d'une centaine d'agents qui s'occupent de l'état civil. C'est important, oui. C'est quand même extrêmement important. Ça donne... Donc, les Allemands sont méthodiques, pragmatiques, efficaces. C'est stupéfiant. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir un jeune député du Landtag, pas du Landtag, du Bundestag, pardon, qui est venu, qui a été à l'écoute, alors que quelques mois avant, il y avait un autre parlementaire. Enfin, il y a énormément de visites. Alors, en contraste, on n'a pas l'impression, enfin, d'après le témoignage de votre journal, hein, qu'il y ait une forte mobilisation des États de la région. Alors, je ne parle pas, bien sûr, des Libanais qui sont impliqués, responsables du centre, etc. Mais je veux dire, est-ce que vous avez eu ce genre de visite? Est-ce que vous avez entendu parler d'aide financière d'États du Golfe, par exemple? Oui, j'ai entendu parler d'aide de l'Arabie Saoudite. Mais je suis très mal placé. J'ai vu des tentes avec un cachet Arabie Saoudite, mais je n'ai pas beaucoup de détails parce que j'étais focalisé sur mon action, sur des contacts avec les Allemands, avec les Italiens, mais je n'ai pas rencontré de représentants d'ONG des pays voisins arabes. Non. Alors, en ce qui concerne les Libanais maintenant, parce que vous le mentionnez à plusieurs reprises, on a l'impression qu'il y a une certaine peur des responsables donc de ce centre par rapport aux services de sécurité, à la police. Vous citez des témoignages des fois de raquettes. C'est vrai et comment on l'explique? C'est-à-dire que la sécurité est assurée par un organisme qui s'appelle la sécurité fédérale, nationale, et il y a là-dedans des personnels compétents, mais appartenant à différentes obédiences. Et donc, c'est une question de personnes. Parfois, si ce sont des membres affiliés au Hezbollah, il y a énormément de complications. C'est un sujet très difficile à percevoir, mais qui est complexe. Alors, Roland Burrus, vous citez aussi dans votre journal donc une conversation avec un couple de Libanais. Vous avez échangé avec eux et ils ont dit qu'ils étaient inquiets par rapport à ces centaines de milliers de réfugiés syriens qui sont obligés pour survivre de faire des travaux très durs dans le BTP, dans l'agriculture. Ils sont payés moitié moins que les Libanais. C'est une situation de dumping. Ça existera malheureusement de plus en plus en Europe. Je sais que vous vous investissez énormément d'ailleurs sur ces sujets, le rapport entre éthique et économie. Comment résoudre finalement cette équation impossible? Parce que soit on fragilise la société, soit on laisse des millions de gens à l'état de mendiants. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accepter ce travail sous-payé? Moi, je dirais que l'initiative, l'intuition prime la rationalité. Il y a des gens compétents partout. Les Libanais se débrouillent. Ceux qui se plaignent sont souvent des gens qui n'ont pas de réelles aptitudes professionnelles, et les Syriens qui en veulent se satisfont de salaires, de rémunérations faibles. Mais moi, je n'ai vu dans la CAR aucune servitude, c'est-à-dire que les employeurs libanais, essentiellement des agriculteurs, payaient normalement... Correctement. Oui. Alors, par contraste, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a les 300 000 réfugiés palestiniens, où en fait on est à la 4e génération, oui, au sens de l'UNRWA. Et malheureusement, le Liban a imposé un statut dégradant à cette population, parce qu'il leur interdit un certain nombre de professions, contrairement à ce qui se passe en Jordanie, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays du Golfe. Est-ce que c'est pas choquant par rapport à ce différence de traitement avec les réfugiés syriens? Tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'heureusement, les Syriens échappent à ce régime. Je n'ai pas pu pénétrer dans les camps palestiniens parce qu'ils sont fermés. Il faut des autorisations toutes particulières. Mais par contre, les Syriens, eux, sont très attentifs à essayer de rendre service là où ils peuvent. Et souvent, ça se passe d'abord avec des Libanais qui ne veulent pas faire le travail, comme chez nous à Paris dans le problème d'évacuation des ordures, des choses comme ça. Et également, ce sont des personnes qui ont une réelle... ne comptent pas leur temps.
D'accord. Et sont présents et actifs et efficaces. Donc ça nous rend un petit peu optimistes. C'est-à-dire que ça me rend très optimiste. Vous donnez l'impression d'une population positive, qui réagit bien aux aides qu'elle reçoit, qui essaye de tout faire pour travailler, et finalement la crainte qu'on a tous, c'est-à-dire que ces réfugiés deviennent un peu un foyer de terrorisme, de djihadisme, eh bien justement, ça va à l'encontre. Moi, je ne l'ai pas du tout perçu. Ce sont des gens qui sont... Les femmes travaillent à l'intérieur des camps pour que les camps soient parfaitement hygiéniques, parfaits, et les hommes travaillent à l'extérieur et ne volent pas des jobs aux Libanais qui ne veulent pas faire ces jobs. C'est parfait. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Alors, il faut aider cette ONG, Relief and Reconciliation for Syria. Je crois que le budget minimum, c'est de l'ordre de 140 000 € par an pour que son école fonctionne. Comment faire pour l'aider ? Alors, comment le faire ? C'est de faire des virements à des comptes bancaires. Il y en a en France, en Allemagne et en Belgique. Je pense que on va peut-être pas le donner ici. Mais dire simplement en tapant sur Google Relief and Reconciliation for Syria ou en allant sur notre site, voilà. Sur le site Relief and Reconciliation, vous trouverez les coordonnées bancaires avec tout le processus à suivre pour faire des donations. Il est évident que nous sommes très tributaires de ces donations qui permettent d'entretenir l'éducation des enfants et surtout leur transport. Depuis l'origine, nous n'avons jamais manqué une seule journée de transport des enfants. Eh bien, c'est magnifique. Merci Roland Burrus. Merci à vous. Merci à mes auditeurs de nous avoir suivis. Et donc, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.